Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. La zone de libre-échange continentale africaine officiellement lancée hier à Niamey, un véritable catalyseur du Made in Africa, une zone stratégique qui boostera l'investissement, l'emploi et les flux commerciaux dans une Afrique qui fait confiance à l'Afrique. Le soutien du Maroc à la ZLECAf en début de ce journal. À suivre également dans ce journal un grand format de la rédaction sur la représentation médiatique des femmes au Maroc et la place qu'on leur accorde. Un sujet plus que jamais d'actualité avec les nombreuses polémiques portant atteinte à l'image de la femme dans les médias. La Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement fait de la lutte contre la pollution des plages son cheval de bataille. Et cet été encore, elle est fortement mobilisée avec ses différents partenaires associatifs. Nous suivrons un reportage à Agadir où l'appel écolo a bien été entendu. C'est une zone stratégique qui fera de l'Afrique un méga marché de plus d'1 milliard de personnes avec un PIB cumulé de plus de 3 milliards de dollars. Un véritable catalyseur du Made in Africa. Je vous parle de la zone de libre-échange continentale africaine. Elle a été lancée officiellement hier à Niamey lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine. Son opérationnalisation s'inscrit parfaitement dans la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour une Afrique intégrée, solidaire et prospère. Mohamed les détails. La ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, est opérationnalisée pour le début d'une véritable intégration économique d'une Afrique qui fait de plus en plus confiance à l'Afrique, comme y avait appelé Sa Majesté le roi Mohamed VI dès 2014 devant un forum d'hommes d'affaires africains à Abidjan. La ZLECAf s'inscrit parfaitement dans cette vision royale et c'est pour cela le Maroc a, dès le début, soutenu cette action et s'est impliqué de manière active pour la définition des différents paramètres de cet instrument. Le Maroc considère que l'acte politique d'aujourd'hui est un acte majeur pour l'avenir de l'Afrique. Et pour que cette ZLECAf soit réellement opérationnelle, des défis sont à relever en termes de connectivité, d'infrastructures, de renforcement du tissu industriel africain, notamment au niveau des PME, et surtout du renforcement de l'action des zones économiques régionales. Malheureusement, toutes les communautés économiques régionales ne sont pas aujourd'hui performantes. Le Maroc appartient à une communauté qui est presque moribonde, qui n'arrive pas à tenir de réunions et qui représente peut-être la structure la moins intégrée de l'Afrique, puisque la moyenne du commerce intra-africain est de 16%. Dans notre région, le commerce intra-régional, il est autour de 2,3%. Et ça doit nous interpeller. L'UMA se doit donc de renaître de ses cendres. Et mieux encore, la ZLECAf doit en tirer les leçons qui s'imposent. Le Maroc, déjà lors de la signature, mais aussi lors de la ratification, a souligné que sa signature et sa ratification ne sauraient être interprétées comme une reconnaissance d'une situation, d'un fait, d'une entité qu'il ne reconnaît pas et qui menace son intégrité territoriale et son unité nationale. Le Maroc l'a fait par rapport à une doctrine claire et par rapport à des principes clairs lorsqu'il s'agit de la différence entre l'appartenance à une organisation et la reconnaissance des entités qui pourraient faire partie de cette organisation, mais que le Maroc ne reconnaît pas. Dans cet exercice en particulier, l'aberration est flagrante. Comment une entité qui n'a pas de territoire pourrait appartenir à une zone de libre-échange? S'il va faire du commerce à partir de Tindouf, ça va être du commerce interne à un autre pays de l'Union africaine qui est l'Algérie. Avec quelle monnaie? Si ce commerce doit se faire, il va se faire avec la monnaie de l'Algérie. Avec quelle douane? Si les marchandises doivent passer par une douane, c'est celle de l'Algérie. Donc c'est ça l'aberration que le Maroc a tenu à soulever. La ZLECAf, dont le sommet de Niamey a inauguré l'opérationnalisation, représente le projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine.
L'Observatoire national des droits de l'enfant que préside son Altesse royale la princesse Lalla Meriem a tenu aujourd'hui à Rabat un séminaire international consacré au suivi des réalisations enregistrées dans le domaine de la protection des enfants. L'événement est organisé en partenariat avec le comité de pilotage de Global Child Rights Dialogue. Les experts nationaux et étrangers y ont pris part. Khadija Zarouel et Monia Marouche pour le commentaire. Le Maroc ne cesse de développer une nouvelle génération de politiques et de programmes pour promouvoir les droits des enfants. Mais pour évaluer ces réalisations et mesurer leur impact sur les plus vulnérables, il faut obligatoirement passer par des chiffres et des statistiques fiables. C'est ce que ces spécialistes ont conclu aujourd'hui au cours de ce séminaire international. Qu'il est essentiel de centraliser les enfants et les données sur les enfants afin d'orienter et d'évaluer les politiques publiques et donc d'améliorer la condition de l'enfance au Maroc. Protéger les droits des enfants, c'est une des valeurs primordiales pour nos deux sociétés. Votre pays et mon province, on pense que les informations, de prendre les décisions basées sur l'information, ça c'est primordial. Alors, quand on commence d'avoir des analyses des politiques, si on n'a pas l'information qui est bien précise, ça vaut rien. Alors, ce colloque d'une grande envergure présente pour la première fois à partir du Maroc la plateforme mondiale d'indicateurs pour le suivi des droits de l'enfant. Un choix qui n'est pas fortuit. Ce serait important d'avoir un pays pilote avec lequel on travaille pour voir si ces indicateurs qui sont développés pour assister les pays vont fonctionner ou pas. Et c'est exactement ça qu'on fait maintenant avec le Maroc, parce que le Maroc, à cause de sa position stratégique au Maghreb et à la francophonie, va, je crois, être un partenaire très très important. Le Maroc ne cesse de consolider sa coopération avec l'UNICEF en matière d'amélioration des conditions des enfants depuis 1975. Des efforts ont été réalisés, mais un long chemin reste à parcourir. La représentation médiatique des femmes au Maroc, de nombreuses avancées ont été certes enregistrées, mais les stéréotypes ont visiblement la peau dure. D'ailleurs, récemment, de nombreuses polémiques autour de propos sexistes ont relancé le débat public sur cette question justement. Quelle image donc de la femme renvoient nos médias et quelle place occupe-t-elle dans ces moyens d'information et de communication? Élément de réponse tout de suite dans ce grand format de la rédaction, signé Mohamed Nasseri, Adna El Harras, Arbi Neheri, Asma Tazi et Nisri El Hamdawi. Et c'est dans cet esprit que s'inscrit cette grande opération de... Dans les médias, les femmes ne sont pas absentes, mais ne sont pas non plus représentées comme il se doit. Il existe un réel décalage entre le nouveau rôle que jouent les femmes au sein de la société et leur image dans les supports audiovisuels. Il y a des bonnes pratiques, mais il y a beaucoup encore de mauvaises pratiques. L'image de la femme dans la publicité, la sous-représentation de la femme en tant que protagoniste de l'actualité, qui montre que la femme est très peu sollicitée pour donner sa perspective, son analyse concernant des grandes questions d'intérêt général, que la femme est encore sous-représentée en tant qu'acteur politique dans les contenus médiatiques et surtout que la femme est encore utilisée comme objet et non pas comme sujet. Pour tordre le cou à ces stéréotypes de genre, un guide a été publié à l'adresse des professionnels et des décideurs des médias. Le changement de société commence vraiment par le bas, quand même. Il met en avant les bonnes pratiques à privilégier. Un outil de référence réalisé par le département de communication du ministère de tutelle avec le soutien de l'Union européenne. Un guide qui objectivise, qui rend objectif l'analyse sur quoi faire ou ne pas faire est fondamental pour donner de la conscience aux opérateurs de médias sur leurs actions, sur comment est-ce qu'ils peuvent influencer ou comment inconsciemment
peuvent influencer au fait le public qui les regarde. Il va y avoir des supports didactiques et puis des livrables qui vont être mis à la disposition des journalistes. On va organiser des sessions de formation, de sensibilisation à l'intention des journalistes, justement pour qu'ils prennent en compte cet enjeu de l'égalité, qu'ils l'intègrent dans leur production médiatique. La SNRT, dans le vif de son rôle de service public, s'investit dans ce chantier d'amélioration de l'image de la femme. Sa volonté de lutter contre les clichés sexistes s'illustre à travers l'élaboration d'une charte de parité et par la mise sur pied d'un comité de parité et de veille très dynamique. On y va là ? On y va. Allez, go. Un plan d'action a été élaboré en partenariat avec l'UNESCO en se basant sur ces indicateurs qui sont d'ailleurs utilisés par de nombreux médias à travers le monde. À partir de cette feuille de route, nous avons organisé de multiples ateliers et formations au profit de 60 journalistes, réalisateurs et techniciens. La formation portait sur la notion de parité, comment intégrer l'égalité de genre dans la pratique journalistique. La lutte contre les stéréotypes liés au genre fait partie des priorités de la Haute Autorité de communication audiovisuelle. Cette instance de régulation n'hésite pas à taper du poing sur la table. Les dérapages sexistes ne sont plus pris à la légère. La ACA a aussi une action, je dirais, pédagogique à travers le pouvoir de sanction qui lui est dévolu. Quand nous sanctionnons, c'est d'abord pour inviter la société, et pas uniquement les médias, à considérer que c'est un point de vigilance. Les médias sont une véritable fabrique du genre. Les médias ont un rôle dans la reproduction des stéréotypes, donc soyons nous tous responsables vis-à-vis de cela. Et vous pouvez également nous envoyer un petit texto. La déconstruction des stéréotypes passe par les différents moyens d'information et de communication. Les médias devraient agir comme éclaireurs pour aider à changer les mentalités, ou du moins les faire évoluer. 271 candidats à l'immigration irrégulière secourus par les gardes-marines et les gardes-côtes de la Marine royale en opération en Méditerranée durant le week-end. Les candidats sont majoritairement d'origine subsaharienne, parmi eux des femmes et des enfants. Ces personnes étaient en difficulté à bord de plusieurs embarcations pneumatiques et de fortune. Les rescapés, dont certains étaient dans un état de santé très dégradé, ont reçu les soins nécessaires à bord des unités de la Marine royale avant d'être ramenés sains et saufs aux ports les plus proches des lieux de leur sauvetage. Ils sont jeunes et leur engagement écolo est sans faille. Des bénévoles qui ont consacré tout le week-end à une opération de nettoyage dans la plage d'Agadir. Sac poubelle à la main, ils ont ramassé les déchets présents sur le sable mais également sur le littoral. Ces volontaires ont répondu ainsi à l'appel de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement qui mobilise d'autres bonnes volontés à travers tout le royaume pour des plages propres cet été. Hijab Tamek et Iman Ablou. Des filets de pêche, des sacs en plastique et bien d'autres déchets tout juste déversés des abysses sous l'œil stupéfait des estivants. C'est le butin dangereux repêché par des plongeurs écolos sur la plage d'Agadir. C'est une bonne initiative, surtout que la plage d'Agadir se trouve à proximité du port où les bateaux de pêche artisanales dégagent de grandes quantités de déchets. Nous procédons au nettoyage des bords de la plage, mais nous allons aussi dans les profondeurs de la mer qui regorgent malheureusement de déchets polluants comme les filets de pêche qui mettent la vie des baigneurs en péril. Et l'initiative émane d'une association fraîchement créée, l'association des amoureux de la mer, de la pêche sous-marine et de la protection de l'environnement. Aussitôt créés, aussitôt à l'œuvre. Ces plongeurs répondent bénévolement à l'appel de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement qui met cette année son combat au cœur de la propreté du littoral. Tous pour 10 tonnes de déchets en moins par plage. C'est le premier temps fort de la nouvelle campagne. Étant donné que notre association est composée de plongeurs professionnels, nous avons décidé de lancer cette opération à la plage d'Agadir, qui compte parmi les plus fréquentées du pays tout au long de l'été.
Ici, des plongeurs professionnels, formés et équipés pour ce genre de mission. Nous sommes équipés d'une combine imperméable et isothermique, de sacs et de couteaux de plongée, de pales moussées qui vous aident à vous mouvoir dans les eaux et bien sûr le masque de plongée, un des accessoires les plus importants. Le plaisir de la plongée se conjugue avec le souci écolo pour une baignade zéro risque et des côtes dégagées de toutes les nuisances. Retenez à présent cette prestigieuse distinction du Maroc à Tunis lors du 7e championnat arabe cadet et cadette. Le Maroc a terminé à la première classe avec une belle moisson de médailles, 23 médailles au total, dont 10 médailles d'or. Sport toujours, mais football cette fois-ci avec votre rendez-vous quotidien spécial Cannes et c'est en compagnie de Boubacar Benrabrit. Boubacar, bonsoir. Micéline, bonsoir. Alors Boubacar, on commence avec la grosse surprise de cette Cannes 2019, l'équipe malgache qui a réussi haut la main sa qualification au quart de finale hier aux dépens de la RDC. Les Malgaches qui sont excellents, impressionnants, jusqu'à preuve du contraire, car dans cette Cannes, c'est en jamais Boubacar. Les Malgaches qui ont bien négocié cette rencontre face à la République démocratique du Congo. Ils ont été, il faut le dire, héroïques. Les Malgaches poursuivent leur rêve en quart de finale. Les Baréas ont éliminé une coriace équipe de la République démocratique du Congo après la séance des tirs au but 4-2. Après les prolongations, le match s'étant soldé sur le score de 2-2. Petit poussé de la CAN, la sélection malgache a déjoué tous les pronostics en terminant d'ailleurs première de sa poule, en battant notamment le Nigeria 2-0. Et comme l'appétit vient en mangeant et à force d'exploits, les hommes de Nicolas Dupuis ont dominé les Léopards. La séance des tirs au but a tourné donc en faveur de Madagascar qui s'offre une qualification historique en quart de finale de la CAN. On écoute les joueurs malgaches Anissé et Toavina et également l'entraîneur malgache Nicolas Dupuis. I'm very proud for my players. Je suis très fier de mes joueurs. Je suis également très heureux d'avoir accompli cet exploit que nous avons réalisé ensemble. J'ai une belle équipe. I have a good team too. Voilà. We did with work collective. C'est un travail de groupe que nous avons mené. C'est cela le football. Aujourd'hui, nous avons montré que nous pouvons réaliser de belles choses. C'est le plus important. L'équipe compte d'excellents joueurs. Personne ne nous fait peur. Nous avons déployé toutes nos forces. On a fourni de gros efforts physiques, d'où la perte d'énergie. Malgré cela, nous avons gagné face à une équipe redoutable. C'est un grand jour pour nous. En revanche, Boubacar, sans surprise cette fois-ci, les Algériens qui dès le départ étaient éblouissants, extraordinaires, que ce soit défensivement parlant ou sur le plan physique ou des attaques, les Algériens qui jouent un très très beau football et qui ont gagné hier leur match et qui ont composté leur billet pour les quarts de finale de cette CAN. Les Algériens qui ont démontré depuis le début de la compétition, depuis leur premier match, qu'ils étaient parmi les grands favoris. Il faut dire qu'ils n'ont pas l'amour du maillot ni de la patrie plus que nous. Ils ont tout simplement la régularité. La discipline. La discipline et la régularité, ça paye. Donc au stade du 30 juin au Caire, l'Algérie n'a pas eu à forcer son talent face à la Guinée. Il faut dire que les Verts ont assuré l'essentiel en trouvant le chemin défilé à 3 reprises. Et c'est en toute logique que les Fennecs se retrouvent en quart de finale après s'être imposés 3-0. Bilan, 9 buts marqués, aucun encaissé. Écoutons Riyad Mahrez, grand artisan de la qualification en quart de finale et également un grand artisan, c'est l'entraîneur algérien Djemal Belmadi. On est plus que satisfait, très content. Les joueurs ont réalisé une belle performance, pas encaissé de but, en marqué 3. Ne pas avoir été très réellement en danger. Quelque part avoir contrôlé d'une certaine manière ce match. De dire que je ne suis pas satisfait, je répète, ce serait manquer de respect à cette équipe de Guinée qui
qui, si on ne fait pas le nécessaire, ben on peut être puni. Moi, je pense qu'on a fait un match très solide contre une bonne équipe de la Guinée. C'était pas facile. Voilà, quand on n'a pas encaissé de but, on a réussi à marquer 3 buts. Je pense que c'est une très bonne soirée pour nous aujourd'hui. On est très contents. Les Guinéens ont certes, Nisrine, montré des dents durant les 10 premières minutes de jeu. Passé l'orage, ils ont donc subi le jeu des Fennecs. Et puis, je rappelle les résultats. Donc hier, Madagascar s'est qualifié face à la République démocratique du Congo. 4 tirs au but à 2 après prolongation. Et l'Algérie donc s'est imposée largement face à la Guinée 3-0. L'Algérie qui, on vient de le savoir, qui jouera son match des quarts de finale avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui, il y a quelques instants, a gagné son match face au Mali 1-0. Donc on le sait, quart de finale, Côte d'Ivoire, Algérie Boubker. Effectivement, la Côte d'Ivoire a gagné difficilement, il faut le rappeler, il faut le souligner, face au Mali qui a été excellent durant les 90 minutes de jeu. Malheureusement, la Côte d'Ivoire a gagné 1-0 et affrontera donc l'Algérie. Et puis ce soir, il y a également un autre match, Ghana-Tunisie, en clôture donc des 8e de finale. Les Aigles de Carthage vont devoir courir pour une place dans le dernier carré depuis leur sacre en 2004. Alain Giresse, très contesté pour ses choix tactiques, aura du pain sur la planche face à des Ghanéens qui ont atteint le stade des demi-finales ces 10 dernières CAN. On écoute le technicien tunisien ainsi que le joueur Wahbi Khazri, l'un des piliers de la sélection tunisienne. On s'est préparé bien, comme tous les matchs, en prenant évidemment, en sortant du dernier match de la rencontre de la Mauritanie, en tirant tous les enseignements, en se reprojetant à partir de ce qu'on avait pu analyser comme situation qui nous convenait pas. Donc on a travaillé dans ce sens-là, redonner un petit peu de fraîcheur physique et de fraîcheur mentale à l'équipe. Et tout notre travail a été axé là-dessus. Et maintenant on est dans la dernière partie, la finalisation de la mise en place de l'équipe pour le match. Le match sera très difficile à disputer. J'espère que nous nous qualifierons. L'équipe qui sera la plus concentrée fera un bon résultat. Jargon footballistique Boubker, une rubrique que j'affectionne personnellement particulièrement. Qu'est-ce que vous nous avez concocté pour aujourd'hui? Une bonne petite liste. Une bonne petite liste, on en apprend chaque jour d'ailleurs. Alors le premier, c'est bouffer la feuille. Bouffer la feuille, c'est lorsqu'un joueur rate une occasion de but vraiment facile et que le match aurait pu d'ailleurs être perdu à cause de ce raté. Et puis nous avons centre au cordeau. Ça, c'est un peu difficile. Langage des maçons, un peu inspiré du langage des maçons, des jardiniers, des maçons, centre au cordeau, centre parfait. Le cordeau est un outil utilisé justement par les jardiniers et les maçons. C'est pour tracer une ligne vraiment très droite. Et puis nous avons le coup du foulard. Alors le coup du foulard, c'est un peu plus difficile. On va accompagner cela avec une image. L'expression n'est pas très révélatrice en tout cas. C'est coup du foulard ou raboura. C'est un centre aux frappes effectué en frappant le ballon derrière sa jambe d'appui, comme vous le voyez. Et là, c'est Neymar qui le fait. Un geste qui demande d'ailleurs technique et rapidité, réalisé par l'Argentin Mathias Urbano. C'était en août 2011. Mais je rappelle que ce geste a été réalisé par un des joueurs des phares Kurdassin durant les années 70. Chapeau bas à lui, un geste technique très très difficile. Il faut faire attention aux jambes, sinon c'est la chute assurée, Boubker. Voilà, merci. À demain. Merci Boubker, à demain. Et nous enchaînons avec de la culture, Florilège culturel, un festival haut en couleur qui se poursuit dans la ville de Rabat. Rabat Ville Lumière, il est organisé par l'association Rebat El Feth pour le développement durable. Tout un programme culturel et artistique est mis en place, notamment une exposition collective d'art plastique. Découverte tout de suite avec Dominique Orlando. Et de quelle manière les artistes peintres peuvent-ils interagir afin d'illustrer leur attachement esthétique à la beauté de leur capitale, en se pliant par exemple à cet exercice imposé par les organisateurs de l'exposition. Et s'agissant de Rabat, il ne pouvait être question que de lumière et donc des moyens d'en capturer l'éclat. Nous avons travaillé dans ce sens et chaque tableau dégage
une lumière personnelle qui sort du cœur de chaque peintre. Car la passion lumineuse a trait à la lumière et à la ville de Rabat, qui est ville lumière aujourd'hui, consacrée par l'UNESCO. 4 artistes ont donc été conviés à cette mise en perspective lumineuse. Ils ne sont pas tous nécessairement natifs de Rabat. Chacun s'est emparé de la cité, éclairé en quelque sorte par le faisceau de sa propre torche personnelle. J'ai démarré en faisant de l'art abstrait, en m'inspirant des peintres impressionnistes tels que Monet, tels que Pizarro et les autres. Pourquoi? Parce que j'aimais beaucoup la nature. Mais par la suite, j'ai constaté qu'on pouvait traduire avec les mêmes couleurs beaucoup plus de choses, beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Et moi, je considère que l'acte de peindre, qui est très créatif, peut être fait et exercé à n'importe quel âge, que ce soit de l'enfance jusqu'à la vieillesse. Et c'est une source de jouvence. Une vérité qui peut évidemment s'appliquer au public lui-même. Il est ici attendu pour découvrir une toute autre manière d'appréhender la beauté de Rabat, version à peine idéalisée, vu l'expansion quasi florale prise par la ville. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Reda Labidi pour Araïsia. Quant à moi, je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir.